suis venue plusieurs fois ici. À chaque fois, j'ai la pression dès que je rentre. J'essaie de m'imaginer plein de trucs. Et plus on va dans les jours, et plus je suis tendue. Elle vit l'absence d'un fils, de son fils Mathis, depuis plus de 1300 jours. Nathalie Barré se prépare à vivre une épreuve. Dès lundi, son ex-mari Sylvain Joanneau sera jugé dans cette salle de la cour d'assises du Calvados. C'est impressionnant, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Moi, ça me fait peur de repartir de cette cour sans savoir où est Mathis. Ce serait un miracle, quoi. Enfin, je parle de miracle parce que ce serait vraiment un miracle s'il nous disait où se trouve Mathis. Mais malheureusement, je ne suis pas sûre qu'il le fasse. La cour! Ce sera l'enjeu du procès. Depuis plus de 3 ans et demi, Sylvain Joanneau se tait. Il certifie avoir pris des précautions pour que Mathis aille bien. C'est tout. Son silence est incompréhensible pour ses parents qui viennent de se constituer partie civile. Là, il était venu passer le week-end avec nous dans la Manche. Il s'exprime pour la première fois. Ils ont eux aussi essayé de le faire parler. C'était mon seul objectif quand j'allais voir à la prison. Lui rendre visite, d'accord, mais on parlait même pas de la prison. Moi, c'était toujours Mathis, Mathis. J'ai bluffé, j'ai dit voilà, je sais où il est, je me suis persuadée que. J'ai utilisé des termes forts en disant on peut pas faire notre deuil tant qu'on sait pas. Rien. Et le mutisme, ça c'est terrible. Lorsqu'on abordait Mathis, c'est, comment dire, je disais, il se bloque, il est figé et il ne répond pas. Et même sur son visage, on n'arrive pas à deviner quoi que ce soit. Il se ferme et ne répond pas. Et ça depuis 3 ans et demi. Depuis son interpellation le 9 décembre 2011 à Villeneuve-les-Avignon, dans le Gard, où il est retrouvé très sale et seul, il était pourtant parti avec Mathis 3 mois plus tôt, alors que le papa divorcé exerçait son droit de visite et d'hébergement durant un week-end. Ce vendredi-là, père et fils filent chez les grands-parents paternels, dînent dans ce fast-food de l'agglomération caennaise avant de prendre la route. Direction Bayonne. Sa voiture est retrouvée ici, à la 11, dans les Pyrénées-Atlantiques. À l'intérieur, les enquêteurs retrouvent des preuves d'achat de livres sur l'enseignement du Coran destinés aux enfants. Mathis a 8 ans quand il disparaît. Sylvain Joanneau est parti avec 30 000 € en liquide. Il ne lui en reste plus que 8 700 le jour de son arrestation. L'enquête est internationale, différentes pistes, même celles des sectes sont étudiées. En France, en Italie, au Vatican, en Suisse, en Espagne, en Suède, aux États-Unis, au Canada, en Algérie et au Maroc, où il a épousé religieusement une femme à Casablanca en 2006. Il s'est converti à l'islam, oui. Il s'est converti, et je vous dis, est-ce que c'est quelque chose de réel, de sincère, ou quelque chose de fin pour tromper les enquêteurs, pour nous faire croire qu'il a envoyé Mathis dans un pays musulman? Parce que c'est ce qu'il revendiquait à un moment, au tout début de l'enquête. Il revendique avoir confié Mathis à ses frères musulmans. C'est peut-être que n'importe quoi. Selon son avocate, Sylvain Joanneau, que l'on dit mutique, compte bien s'exprimer à son procès. Ce qu'il a fait de Mathis, il l'a toujours dit. Donc ça figure au dossier. Il l'a confié à des tiers. Assez rapidement, après être parti avec lui. Où il est, après plus de 3 ans d'incarcération, il ne peut pas le dire, il n'en sait rien lui-même. Il veut surtout orienter les débats sur les raisons de son infraction. Quand la maman a décidé, sans aucune raison apparente, en tous les cas, sans se conformer aux décisions de justice de ne plus lui donner Mathis, les plaintes et les mains courantes qu'il a déposées pour non-représentation d'enfants n'ont jamais été traitées. Il a toujours eu l'impression que la maman avait tous les droits sur Mathis et que lui, on lui déniait son rôle de père. Un père qui reconnaît avoir fait croire à Mathis que sa mère était morte dans un accident de voiture. Aujourd'hui séparé de son enfant, Sylvain Joanneau peine à convaincre qu'il se bat pour réhabiliter son rôle de parent. Sylvain, il gâche la vie d'abord de Mathis en premier, de tout le monde. Sa maman, de ses grands-parents, de ses frères, de ses sœurs, de son petit-neveu en Suisse, qui vit très mal la situation. Et puis il gâche la sienne. Qu'est-ce qu'il attend maintenant dans la vie?
Tant qu'il ne parlera pas, il ne se passera rien. Quel avenir il a? On le verra peut-être même plus en liberté, nous. Alors que cache ce silence? Matisse est-il décédé? Daniel Zaguri, l'expert psychiatre de Michel Fourniret et Guy Georges, émet une hypothèse après avoir rencontré Sylvain Joanneau. Et si le père avait tué l'enfant pour punir son ex-conjoint? Cela s'appelle le syndrome de Médée. Même si je suis consciente que c'est possible, je n'y pense pas. Je connais pas M. Joanneau, finalement. Donc c'est possible. On ne vit qu'avec des hypothèses, des simulations. Et aucune réalité, aucune certitude. Terrible de ne pas savoir. Quel manque. Pour lui, c'est une solution, une suggestion qui le met hors de lui. Pour lui, il ne peut pas avoir fait de mal à Matisse, il sait qu'il n'a pas fait de mal à Matisse, il l'a toujours crié haut et fort à chaque fois que la question lui a été posée. Il y a beaucoup de fantasmes autour de cette affaire? Oui, il y a beaucoup de fantasmes, dans la mesure où il y a des silences. Chacun habille ses silences avec sa façon de penser. Autre lieu de silence. Donc là, je vous emmène dans la chambre de Matisse. Sa chambre vient d'être rénovée, voire adaptée, car c'est un petit garçon de 8 ans qui est parti. Il en aurait 12 aujourd'hui. Alors sa mère veut préparer son retour. Ça aussi, ça donne de l'espoir. C'est du concret pour moi. Ça fait vivre la chambre. Maintenant, elle est pas en bazar, quoi. Donc ça, c'est un peu ennuyeux, quoi. Elle vit pas. Donc elle attend Matisse pour que ça se remette en désordre, on va dire.